Je ne conçois pas. Ce que nous voulons, c'est une convention collective. Je suis prêt, nous sommes prêts. Pas une convention collective imposée, une convention collective véritablement... La force que nous aurons lors de ces négociations, ce n'est pas notre force, c'est votre force. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Québec est toujours gouverné par un même parti, l'Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis. Sa vision passéiste, dans une société de plus en plus urbaine et industrialisée, a provoqué de nombreux conflits sociaux qui se sont souvent terminés par des affrontements violents. Mais le 22 juin 1960, tout bascule. Le peuple est indigné et se défend. Mesdames, messieurs, ce sont tous là des signes de la libération. Le premier ministre Lesage est élu en 1960, c'est le Parti libéral, qui met fin à 16 ans de gouvernement de l'Union nationale de Duplessis. Et le slogan du Parti libéral en 1960, c'est « Le temps que ça change ». La reprise en main des ressources naturelles par la nationalisation de l'électricité, ça a été tout le monde de ma génération, en tout cas, s'en rappelle. Et ça a eu des effets extrêmement importants qui durent encore aujourd'hui. Durant cette période de grands projets, l'État québécois se déploie. Les fonctionnaires sont directement touchés par cette volonté de changement qui les conduira à se doter d'un syndicat pour les représenter auprès de leur employeur. Les employés du gouvernement étaient sensibles à ça et étaient portés aussi par cette vague-là. Et c'est dans ce contexte-là que la syndicalisation s'est faite. Pour eux, le slogan « C'est le temps que ça change » a signifié la fin du mépris. Le syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec verra le jour dans cette période qui a marqué l'histoire du Québec. C'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Tout devenait possible à ce moment-là. Et les fonctionnaires qui avaient été vraiment méprisés pendant longtemps sous le régime Duplessis, Duplessis se plaisait à dire les fonctionnaires, on les paye la moitié en salaire et la moitié en salut. Vous étiez une véritable risée à l'époque. Quand on disait un fonctionnaire provincial, c'était comme un employé d'hôpital. Un employé d'hôpital, ça n'osait pas dire qui était son employeur, bien souvent. En plus d'être méprisés et victimes du patronage, les employés de l'État sont mal payés. En 1960, un des grands fonctionnaires du gouvernement provincial évaluait que les salariés du secteur public avaient une rémunération qui était aux 3/4 du secteur privé. Étant au bureau, un après-midi, un de mes compagnons de travail est venu me montrer une lettre. Il dit « Il y a des gens qui veulent organiser un syndicat, il y a une assemblée ce soir. » Ah bien, j'ai dit « On va aller voir ça. » Un bon jour, en 62, on a pris le syndicat de Québec puis le syndicat de Montréal, puis on s'est réunis à Trois-Rivières, puis là, on a décidé que c'était un syndicat provincial avec une constitution, puis bien organisé, tu sais. Et puis c'est là que j'ai été nommé président général. Vous étiez représenté, les fonctionnaires, je pense pas les ouvriers, mais les fonctionnaires, par une organisation qui se disait syndicale à la tête, mais qui était plutôt un club de pêche ou de chasse, plutôt qu'une véritable organisation syndicale. Le SFPQ est fondé le 26 septembre 1962. Se voyant obligé de négocier avec un syndicat, Jean Lesage invoque une excuse devenue célèbre. Je ne conçois pas que la souveraine puisse avoir une convention collective avec ses sujets. Je dois vous dire que cette phrase-là nous a beaucoup aidés. Parce que ça a stimulé un peu les fonctionnaires et ouvriers. Comment? On n'a pas le droit, nous autres, de négocier nos conditions. Et puis, on s'en est servi à moult reprises pour dire aux fonctionnaires, regardez comment est-ce qu'ils vous méprisent. À ses débuts, le SFPQ profitera des ressources humaines, matérielles et financières d'une centrale syndicale, la CSN, qui, avec ses bureaux régionaux, est présente partout au Québec. De plus, comme le soulignait le premier président du SFPQ, Raymond Fortin, c'est la CSN qui correspondait le mieux à la conception que se faisaient les fonctionnaires du mouvement syndical, ainsi qu'à leurs aspirations à œuvrer dans un État qui se veut de plus en plus maître de ses destinées. En juin 1964, devant le nombre croissant de groupes de fonctionnaires qui adhèrent au SFPQ, le premier ministre Jean Lesage décrète dans un coup d'éclat
un vote d'allégeance entre le SFPQ et le club de pêche. Et c'est Jean Marchand qui est allé négocier finalement avec Lesage pour organiser un vote, parce qu'il y a eu un vote de prix entre cette organisation qui vous représentait et votre syndicat, le syndicat des fonctionnaires provinciaux. On se rappellera le ralliement immense des fonctionnaires au Patro Rocamadour à Québec. Il y avait 7 ou 8 000 personnes pendant l'étude du projet de loi de la fonction publique. Avec la loi de la fonction publique, le Bill 55 en 1965, là où le gouvernement reconnaît pour les fonctionnaires, aux syndicats des fonctionnaires provinciaux, le droit à la négociation collective et le droit aussi de grève. À son deuxième congrès, en octobre 1965, le SFPQ s'affilie à la CSN. Après 5 ans de résistance à la syndicalisation, le gouvernement s'est résolu à reconnaître le syndicat, mais refuse toujours d'engager la négociation. Finalement, devant un vote de grève à près de 80%, Jean Lesage prend les grands moyens. Le gouvernement, à ce moment-là, quand il a appris que le vote était à près de 80%, a perdu, pour 24 heures, a perdu la boule. Et il a fait ce qu'on ne s'est jamais vu dans la pratique ouvrière, et il a pris ces gens de la direction générale devant nous, en pleine table de négociation, et il a pris les gens de la direction générale qui étaient là, qui venaient pour négocier, bon, il y était une quinzaine de personnes, les a relevés comme on fait le changement de garde, et les a fait retirer de la salle devant nous, et il a nommé un avocat, Maître Yves Pratt, pour négocier la convention. Et c'est pendant ce temps-là que Yves Pratt, le représentant direct du premier ministre, en oubliant toutes les autres structures gouvernementales, s'est assis et c'est là qu'on a négocié les cadres de la convention collective. Ça a été de la négociation jour et nuit et au bulldozer, de part et d'autre. J'avais dit à Lesage, au meilleur de mon souvenir, écoutez, la Formule Rennes, c'est un must. Ça, si ce n'est pas obtenu, jamais on signera. En 1945-1946, le juge Ivan Rand, appelé à arbitrer un dur conflit de travail entre Ford Canada et les travailleurs unis de l'automobile, tranchera le litige en reconnaissant que tous les travailleurs bénéficient des gains obtenus par le syndicat et que par conséquent, ils doivent tous verser une cotisation syndicale prélevée par l'employeur et remise directement au syndicat. La Formule Rand, ça a été vraiment arraché là, à la dernière minute. Jamais le gouvernement voulait accorder la Formule Rand pour toutes les raisons que les patrons invoquent d'habitude, là. Au moment de la signature de la Convention, le premier ministre lui-même, Jean Lesage, au moment où on prenait cette photo-là, avait brandi la Convention collective pour dire « jamais plus de patronage au Québec ». Mais c'est véritablement la bataille de la classification qui met fin au patronage et au favoritisme qui en découle, en précisant la nature des tâches à effectuer et la qualification nécessaire pour les remplir. Les travailleurs de la fonction publique apprendront peu à peu à faire respecter leurs droits. Les gens n'étaient pas habitués à faire respecter leurs droits. Donc, le rôle des officiers de section puis des militants, c'était un peu ça. C'était d'informer les gens sur leurs droits. Puis d'écouter, vous avez des droits, c'est marqué dans la Convention. Puis le patron, il doit le faire respecter, c'est une entente. En février 1968, le SFPQ vit son premier affrontement majeur avec le gouvernement lorsqu'un gestionnaire local met à pied 125 ouvriers permanents provenant surtout du district de Drummondville. L'enjeu pour le SFPQ consistait à démontrer qu'il était en mesure de ne pas s'en laisser imposer. Après de nombreuses démarches, une entente intervient qui permettra à ses employés d'être affectés dans un autre secteur d'activité. Fort de cette victoire, le SFPQ entreprend la négociation de sa deuxième convention collective. Ce qui est important maintenant, c'est, au moment où vous allez retourner chez vous, que vous soyez convaincus du bien fondé de nos demandes. Ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes prêts à vous battre pour les faire triompher. Nous autres, ici, le président général, votre exécutif provincial, va faire tout ce qui est humainement possible pour négocier d'une façon adéquate. Cependant, la force que nous aurons lors de ces négociations, ce n'est pas notre force, c'est votre force. Il faut donc que nous sachions, à tout instant, au cours de ces négociations, si vous êtes derrière nous.
Le gouvernement négocie non pas avec le président général, non pas avec des conseillers techniques ou avec un exécutif provincial. Le gouvernement négocie avec 30 000 gars. À la deuxième convention collective, au fond, le résultat, tant qu'à moi, ça a été mi-figue, mi-raisin parce qu'il y avait des attentes très importantes, particulièrement en ce qui concerne les salaires, parce que les salaires étaient extrêmement bas encore à cette époque-là. De gros contracteurs à Montréal ou en dehors de Montréal payent plus cher que nous autres, qu'on est payés nous autres mêmes. Alors que la deuxième convention collective ne prévoit pas de pause café, la direction du personnel au ministère des Transports décide d'interdire cette pause et suspend les ouvriers qui refusent d'obéir. Et on a recommandé aux gens de prendre leur pause café malgré l'interdiction de l'employeur. Ça a donc valu des suspensions pour l'ensemble des employés qui ont pris la pause café pour avoir outrepassé un ordre. Les dirigeants locaux ont également été suspendus, eux, pour des périodes plus longues. Doris Charland, qui était responsable du comité de grief à l'époque pour cette partie-là, a également été, lui, congédié. Ce conflit met 2 ans à se régler, mais permet au SFPQ de se faire les dents, car à partir de 1968, le mouvement syndical se radicalise. C'est une époque d'effervescence aussi dans l'ensemble du monde occidental. C'est l'époque Kennedy, c'est l'époque de mai 68. Hein? Alors, c'est l'époque de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Hein? C'est une période où tout est possible. Ça touche le Québec, mais le Québec davantage parce que les Québécois, à partir de la Révolution tranquille, ont l'impression d'être en retard, hein? Que leur société est en retard, qu'elle doit évoluer rapidement. Ils se projettent vers l'avant. Donc, il y a une critique très vive de la société capitaliste, une radicalisation, une politisation du mouvement syndical. Il faut changer le système, réformer, changer profondément le système économique vers une société socialiste. C'est le mot dans les années 70 qu'on commence à utiliser. Au début des années 70, le Québec, comme toute l'Amérique, est aux prises avec d'importantes augmentations du taux de chômage et une inflation galopante. Et c'est une période de grève sans précédent dans l'histoire du Québec. Hein? Le volume de grève dans les années 60-70 est énorme comparativement aux années 90 et 2000. C'est en février 71 où le Conseil confédéral de la CSN, ça c'est l'instance suprême entre les congrès, c'est le Conseil confédéral qui décide. Là, la FAS, la Fédération des affaires sociales du temps, avec Norbert Rodrigue qui en était le président, et le syndicat des fonctionnaires provinciaux, c'est Jean-Paul Breleux qui était le président. Breleux a proposé, puis Norbert a appuyé, qu'on s'arrange pour avoir un front commun au moins interne à la CSN. En 1972, le Front commun a été créé parce que le gouvernement amenait une nouvelle approche au niveau des négociations, notamment au niveau salarial, et c'était d'avoir une politique unique pour l'ensemble du secteur public et parapublic. Et à partir de là, on était affilié à cette époque-là à la CSN. Donc, on s'est organisé, premièrement, pour dire qu'au niveau du secteur hospitalier appartenant à la CSN et les fonctionnaires provinciaux, on devait faire une négociation conjointe. Également, un autre volet qui avait été rajouté, c'était de voir avec nos camarades de la FTQ et de la CEQ à l'époque, des enseignants, si on ne pouvait pas mettre sur pied un front commun pour avoir une seule et unique table de négociation où on regroupait les 210 000 travailleurs du secteur public et parapublic à l'époque. Parce que tu ne fais pas un front commun pour faire une négociation traditionnelle. Ce que tu es capable d'avoir tout seul, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde ensemble pour l'avoir. Si tu vas avoir un 5 d'augmentation de salaire à l'époque, tu comprends bien que... Et c'est là qu'on avait pensé aux 100 $ semaine. Chez nos membres, c'était les revendications du Front commun, quand on parle de 100 $ par semaine, là, c'était quelque chose de très concret pour eux autres. C'était pas du théorique, là, c'était du concret. Et il y avait vraiment un climat de détermination très, très grande de la part des militantes et des militants du SFPQ qui voulaient que, pour une fois, cette négociation-là donne des résultats tangibles. À la suite du rejet par les membres de la proposition patronale, une première grève de 24 heures des 210 000 membres du premier Front commun dans les services publics a lieu le 28 mars 1972. Les 3 centrales syndicales déclenchent ensuite le 11 avril une grève générale illimitée. L'adoption d'une loi spéciale forcera le retour au travail des grévistes, déclenchant par le fait même une crise sociale majeure.
Maintenant, nous avons examiné la situation. On était sûr que ça aurait été un massacre sur certaines lignes de piquetage, que la police anti-émeute était très près de là, que ce soit à Montréal, dans les hôpitaux psychiatriques ou à Québec aussi ou ailleurs. Et là, nous avons décidé ensemble, les trois, de dire qu'on commandait le retour au travail, ce qui était très pénible pour nous. Et plus tard, nous recevrons cette mesure d'outrage au tribunal. Nous nous présenterons devant la Cour. La Cour étant en retard, moi, j'ai jamais aimé les retards. Alors, nous avons quitté la Cour. Ils nous ont condamné à 1 an de prison, en notre absence, bien sûr. En juin 72, à peu près, où le SFPQ décide de se retirer du Fonds commun, dans un premier temps, disant que ses intérêts sont mal défendus par le Fonds commun, puis qu'il serait mieux placé pour défendre lui-même ses intérêts, les intérêts de ses membres face à la négociation. On se rend compte que nos négociateurs sont à la table de négociation avec le Conseil du Trésor au moment même où on est en train d'emprisonner les chefs des 3 centrales syndicales qui composaient le Front commun, CSN, FTQ, CEQ. Mais le SFPQ ne se limite pas à se retirer du Front commun. À l'automne de la même année, il se désaffilie de la CSN. Dans le fond, il y avait 2 courants aussi. Il y a un courant affairiste, où on gère les conventions collectives, puis il y avait un courant progressiste de combat. On se retrouve dans les années 70. Alors, tout est en effervescence, tout est à caractère politique. Et là, on disait, bien, les fonctionnaires ne doivent pas faire de la politique. Bon. Alors, puis la CSN s'enligne pour faire de la politique. En tout cas, donc, on va consulter les gens. Mais l'exécutif de l'époque a recommandé cette fois-ci de la désaffiliation. Et la désaffiliation a eu gain de cause. Cependant, un vote excessivement serré, environ 51-49 %. En novembre 1972, le SFPQ signe sa 3e convention collective, sa première en tant que syndicat indépendant. Sa première bataille porte alors sur les postes occasionnels. La campagne des occasionnels a été une grande campagne au niveau de la fonction publique et l'enjeu était majeur, d'autant plus que la position gouvernementale était, écoutez, incohérente. Parce que dans le fond, le gouvernement disait on ne peut pas les syndiquer. Ils ne sont pas couverts par la loi de la fonction publique, ce n'est pas des salariés. Alors nous, on a dit, écoutez, qu'il y ait la loi de fonction publique ou pas, c'est des gens qui travaillent, qui ont un employeur, qui ont un salaire, donc c'est des salariés. En 1975, c'est la signature de la 4e convention collective et l'obtention de l'indexation des salaires au coût de la vie. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. En 1976, l'élection surprise du Parti québécois crée des attentes auprès des travailleurs. On a un préjugé favorable. On est lié dans un certain sens moral vis-à-vis des travailleurs du Québec. Effectivement, de 1976 à 1981, le gouvernement québécois adopte des législations avant-gardistes, très favorables à l'expansion du syndicalisme. Mais assez rapidement, ça va se dégonfler. On va s'apercevoir que le Conseil du Trésor, ça reste le Conseil du Trésor, que le ministre des Finances, ça reste le ministre des Finances, et que lorsqu'il est question d'argent, bien, les cordons de la bourse ne se délient pas aussi facilement qu'on aurait pu le croire. 3 grands changements proposés provoquent la résistance du SFPQ. L'introduction de la règle du mérite pour l'obtention de postes, l'accroissement des pouvoirs du ministre et la restriction du champ d'application des conventions collectives. Lors du renouvellement de la 5e convention collective en 1978-79, le SFPQ, insatisfait des offres du gouvernement, adopte la pratique de prélever une cotisation spéciale qui permet de compenser à 100% les pertes de salaire des employés qui participent aux grèves ciblées. Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement adopte une loi spéciale mettant fin aux grèves ciblées. Le SFPQ se déclare néanmoins satisfait des résultats de la négociation. On s'était fait dire jusqu'à un certain point, je vous dis, que si les autres avaient plus, on pourrait aller obtenir ce que les autres obtiendraient.
Il faut dire que la proximité du référendum de 1980 permet de faire des gains notables sur le plan salarial, ce qui amène le SFPQ à signer rapidement une entente. Cette négociation marque également un point tournant dans les revendications des femmes. Pour la première fois, on introduit dans les conventions collectives les congés de maternité de 20 semaines avec paiement d'indemnité. Et il était temps qu'on fasse quelque chose parce qu'aux négociations de 79-80, nous avons obtenu plus dans nos conventions collectives, notamment sur les droits parentaux, donc les choses qui concernent particulièrement les femmes, que ce que nous avions demandé à cause du travail de l'intersyndical, de l'ensemble des comités de femmes des autres syndicats. À la fin des années 60, apparaît une nouvelle vague de militantisme féministe aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et au Québec. Le SFPQ est touché par cette vague à la fin des années 70. Les femmes réclameront la mise sur pied d'un comité national des femmes. Avec d'autres femmes, beaucoup de femmes de Montréal, quelques-unes de Québec, on s'était mis en place un comité fantôme qui a travaillé très fort pour finir par obtenir au Congrès de 1983, après des reculs, notamment en 1979, la création officielle du comité de conditions féminines, comme on l'appelait à ce moment-là, du syndicat de la fonction publique. Une des batailles importantes du comité de la condition féminine fut l'abolition du classement moquette, c'est-à-dire la rémunération déterminée selon l'épaisseur du tapis de son patron. Le classement moquette, c'était que les employés de secrétariat étaient classés non pas en fonction des tâches qu'ils accomplissaient, mais en fonction du niveau de classement de cadre de leur patron. Alors, suite à diverses révisions de classification, il fallait faire ce débat-là, il fallait faire cette bataille-là avec les femmes secrétaires et l'employeur. Ça a été très, très difficile. Écoutez, ils sont allés, malgré des sentences arbitrales, malgré diverses décisions, ils sont allés en bref d'évocation, en cours supérieure, un peu partout. Ce fut très long, mais ça a été une façon de mobiliser les femmes et aussi de remettre en question, de faire comprendre que le rôle traditionnel qu'on confiait aux femmes, bien, il fallait que ça change, il fallait que ça évolue et que ce que les femmes faisaient, c'était beaucoup plus important dans certaines tâches que ce qu'on avait pensé jusque-là. Le comité des femmes amène un ton nouveau au sein du SFPQ. Grâce à lui, le syndicat élargit son champ de compétences, multipliant ainsi de nouvelles revendications. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Après la défaite du oui au référendum de 1980, le Parti québécois est tout de même réélu en avril 1981 dans un contexte économique difficile. Que le temps des croissances tous azimuts est révolu. Le Québec est désormais confronté à des limites très visibles auxquelles il est absolument impossible d'échapper. Les sociétés occidentales font alors face à une crise économique structurelle. 81-82, c'est une période donc de haut taux de chômage et nombreuses pertes d'emplois dans le secteur privé. Alors, donc, le gouvernement, face à un déficit considérable, le gouvernement Lévesque propose de rouvrir les conventions collectives qui se terminent à la fin de 82. Alors, il propose de rouvrir 6 mois à la fin des conventions collectives. Le gouvernement n'hypothèquera pas l'avenir pour améliorer les salaires des employés de l'État. À partir de janvier 1943, par décret, va fixer les conventions collectives pour une période de 3 ans. Ils vont annuler le droit de grève. Alors, ce qui va amener un affrontement majeur avec le monde syndical. Grève illégale en 1982, 1983 également. Ce qui frappe le plus durant les années 80, c'est la remise en question de l'État-providence. Ainsi, la Société immobilière du Québec et la Société des établissements de plein air du Québec seront gérées comme des entreprises privées. Quand on relit les prises de position du gouvernement, de Lévesque, de Parizeau, de Léonard, ainsi de suite, on s'aperçoit que vraiment, ils ont épousé la vision qu'on appellerait aujourd'hui tout à fait conservatrice, de déconstruire ce que la Révolution tranquille avait mis en place. On s'enligne de plus en plus vers l'idée que les services, on devrait les gérer un peu comme des entreprises privées. Ça engendre un discours de dévalorisation du rôle de l'État. Il y a une dévalorisation de la fonction publique, dévalorisation donc du rôle du gouvernement, dévalorisation de la fonction publique, des fonctionnaires. Voici le genre de fonctionnaire qui aime vous envoyer promener. Le SFPQ réplique par une campagne pour revaloriser l'image de ses membres.
Voici le genre de fonctionnaire pousse-crayon qui fait partie du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. Les gouvernements ont tenté à maintes reprises, entre autres même le Parti québécois. À l'époque, le président du Conseil du Trésor, qui était M. Bérubé de Matane, avait initié, même en l'année 81, une campagne de dénigrement sur le dos des fonctionnaires. Si ça marchait mal, c'était la faute des fonctionnaires. S'il n'y avait pas de service, c'était toujours les fonctionnaires. Lors de la signature de la 8e convention collective en 1989, malgré le dénigrement dont font l'objet les fonctionnaires, le gouvernement accepte de procéder à des travaux d'équité salariale. Survient au début des années 1990 une autre crise économique, 90 et 92, forte hausse du chômage, de fermeture d'usines. Alors, dans ce contexte-là, le mouvement syndical souhaite créer de l'emploi. Ce discours, on le retrouve chez les centrales syndicales jusqu'en 1996. Ce sont des années qui, au niveau gouvernemental, sont marquées par ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale. Enlever ce carcan qui se trouve sur ces entreprises réglementées. Il faut dénationaliser. Et c'est ce qui se fait dans les années 80 au Québec. De nombreuses entreprises nationalisées sont privatisées à l'époque parce qu'on juge que le secteur privé est plus efficace. Au début des années 90, le syndicat est dans une remise en question totale. Et c'est à tous les niveaux. Ça fait déjà 10 ans qu'on a eu les premiers décrets, si on veut, qui ont mis à mal toute l'organisation syndicale au Québec. Dans le fond, les grandes centrales, à ce moment-là, on a réalisé que c'était des colosses au pied d'argile. En 1993, un nouveau front commun se forme afin de contrer les projets de loi 102 et 198 qui visent respectivement la diminution des effectifs dans les principaux ministères ainsi qu'un gel des salaires et des conditions de travail. Je pense que là, il faut qu'on en revienne au Québec à comprendre comment la solidarité et la communauté d'action sont nécessaires et essentielles. Plus de 75 000 travailleurs sont descendus dans les rues pour dire non au projet de loi 102. Le Front commun intersyndical ne parvient pas à garder son unité et malgré une ultime tentative de règlement par une rencontre avec le premier ministre, le gouvernement impose par décret le 29 septembre 1993 3 jours de congés sans solde et un gel des salaires de 2 ans. En 1993, Jean-Louis Arguin-de-Guy quitte la présidence du SFPQ après 2 décennies à la tête de l'organisation. Avec le départ de Jean-Louis Arguin-de-Guy, il ne faut pas oublier qu'il a assumé la présidence de l'organisation durant 20 ans. Son leadership était un leadership centralisateur. En d'autres termes, il menait tout dans la cabane. Maintenant, le syndicat des fonctionnaires provinciaux a un nouveau président, on devrait plutôt dire une présidente, Danielle Maude Gosselin. L'élection de cette première femme à la présidence du SFPQ marque alors un virage. Danielle Maude Gosselin promet une action plus politisée. Il y en aura. C'est nécessairement la nécessité que le syndicat s'implique beaucoup plus dans l'action politique. L'élection de 93, à fin de compte, ne réglera rien. Elle va confirmer encore plus les tendances de divergence. Et là, étant donné qu'il se retrouve, les forces décisionnelles de l'exécutif se retrouvent à égalité, assumer la présidence demande plus que du doigté. Là. Ça ne veut pas dire que parce que le calife est parti puis on a élu un nouveau, qu'il n'y en a pas d'autres qui aimeraient se voir là aussi. Alors, c'est tout ce contexte-là. Donc, c'était une période excessivement difficile. La nouvelle présidente entreprendra un vaste chantier de réforme en vue de démocratiser et de décentraliser l'organisation. C'est le début d'un exercice pour réformer les structures, mais les modes de fonctionnement aussi, puis j'oserais dire aussi la culture organisationnelle qui existait depuis plus d'une vingtaine d'années, dans la direction de permettre à la fois aux régions, mais aussi aux sections locales, d'avoir plus de marge, d'avoir plus de ressources pour être capable d'organiser un tas d'activités qui tournaient à la fois autour du respect
des conditions de travail, mais aussi des luttes plus sociales, plus politiques qui pouvaient se dérouler régionalement, par exemple. Il y avait des gens qui prônaient peut-être beaucoup plus un syndicat, si on veut, entre guillemets, de gauche, qu'un syndicat d'affaires comme le syndicat des fonctionnaires a été identifié pendant longtemps. C'était pas simple parce qu'évidemment, ça heurtait des façons de faire qui étaient là depuis la création du syndicat. Ça, je peux comprendre que quand ça fait 30 ans que ça fonctionne d'une façon, il y a des gens qui vont être résistants au changement, là. Cette réforme était aussi devenue nécessaire en raison de la baisse des revenus, conséquence de la réduction des effectifs. Mais avant le Congrès, il y avait de mémoire tout près de 190 sections locales au niveau du syndicat des fonctionnaires. On devait, pour respecter les revenus puis les budgets du syndicat, de pratiquement couper ça en deux. Vous imaginez la réaction des gens quand on est réfractaire à une structure. On avait 12 régions syndicales. On a décidé de modifier les régions syndicales. On est passé de 12 régions, on a ramené ça à 8 régions syndicales. Donc, ça a été une période excessivement difficile et qui a fait en sorte que la tendance des progressifs, à titre d'exemple, elle s'est pas démentie. Le syndicat de la fonction publique aussi, sur le plan sociopolitique, à partir de sa rupture avec la CSN, la désaffiliation en 1973, s'est isolé. Il a commencé à travailler avec les autres de façon importante via le comité des femmes dans un premier temps et graduellement par la suite tout au long des années 80 et de plus en plus au fur et à mesure que les années 80 se passaient et le début des années 90 par le biais de fonctionnement qu'on n'appelait pas Front commun mais qu'on appelait intersyndical pour les grandes négociations du secteur public. Il y avait eu aussi l'ébauche du premier secrétariat des syndicats de la fonction publique pour regrouper les syndicats à l'intérieur de l'administration publique comme telle. Ça, c'était une démarche qui était un peu indépendante du mouvement des femmes. Mais pour ce qui est du reste, le mouvement des femmes n'a pas été le seul, mais a été vraiment une bougie d'échange, de contact, de prise de se faire connaître aussi par les autres comme tel. Au printemps 1992, l'Intersyndicale des femmes propose à la Fédération des femmes du Québec d'organiser un forum appelé « Pour un Québec féminin pluriel », dans le but de contribuer au débat pour redéfinir la société future dans un Québec indépendant. Depuis le début des années 90, les grands dossiers qui ont rallié les femmes dans la société dans un premier temps, on peut parler du 50e anniversaire du droit de vote des femmes en 90. Par la suite, il y a eu la marche des femmes contre la pauvreté en 1995. Ça, c'est au point de vue social. C'est aussi les dossiers qui ont intéressé les femmes de notre organisation. On dit souvent qu'il n'est pas suffisant de changer les structures, il est aussi essentiel de changer les mentalités. Le Congrès de 95, en reconnaissant l'apport essentiel et l'expertise des femmes dans l'organisation syndicale, a marqué un point tournant. En 95, c'était la lutte contre la pauvreté des femmes, spécialement au Québec, mais on sait que même à l'intérieur de nos membres, les femmes sont celles qui ont le salaire le plus bas, celles qui travaillent le plus à statut précaire, celles qui travaillent à temps partiel, donc qui ont de la misère à concilier travail-famille. Donc, on avait toutes ces revendications-là à faire, intégrées à cette grande marche-là qui a débuté en 95. On se joignait aussi à l'ensemble du mouvement des femmes. Autant, je pense, à partir de 2000, c'est au Québec, mais c'est aussi à travers la planète. La marche du pain et des roses se tient quelques mois avant la tenue du référendum portant sur la souveraineté du Québec. Le défi de cette marche, c'était de réussir pendant 1 an à s'unir tout ensemble autour d'un objectif commun, la lutte contre la pauvreté, au-delà et avec nos différences, au-delà et avec nos divergences, mais ensemble, parce que la pauvreté, ça n'a pas de sens et il faut que ça finisse. Là-dessus, on s'est tous très bien compris. Quelques mois plus tard se tient le 2e référendum portant sur la souveraineté du Québec. Beaucoup d'espoir et d'enthousiasme traversent alors les mouvements sociaux québécois. Le SFPQ a participé aux commissions régionales pour discuter de l'avant-projet de loi portant sur la souveraineté du Québec, alors que chaque représentant régional a présenté le mémoire du syndicat.
À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. La défaite du oui entraîne le départ de Jacques Parizeau et l'entrée en scène de Lucien Bouchard comme premier ministre, qui se révélera davantage conservateur. Quand on aura rétabli les finances du Québec sur des bases solides, on pourra faire tout ce qu'on voudra collectivement, on pourra faire ce que nous aurons décidé démocratiquement. Si on décide que c'est la souveraineté, ce sera la souveraineté, puis on va la réussir. Si on décide que c'est autre chose, ce sera autre chose, puis on va réussir. C'est la démocratie du Québec qui va décider. Profitant de l'adhésion à son projet de société, Lucien Bouchard met en place 2 forums socio-économiques et interpelle les syndicats. Les centrales, dans les années 90, souhaitent que le gouvernement organise des forums de concertation, des sommets socio-économiques de concertation. Et, bon, il y a un premier sommet au printemps 1996, un deuxième sommet à l'automne de 1996, mais où on s'entend sur un certain nombre d'objectifs communs. Hein? En particulier, le mouvement syndical accepte que le gouvernement annule son déficit sur une période de 3 ans. Durant l'été, le SFPQ produit sa position sur les finances publiques et la présente à la Commission sur la fiscalité qui se tient avant le sommet sur le devenir social et économique du Québec de l'automne 96. Il y affirme que le déficit ne peut être réduit qu'en regardant la colonne des dépenses, mais qu'il faut aussi regarder celle des revenus. Lucien Bouchard avait des invités particuliers, beaucoup de banquiers, de financiers, qui donnent une couleur à la perspective débattue. Le SFPQ n'entérine pas le consensus sur le déficit zéro, ni la façon de l'atteindre. 2 semaines après que soit conclue l'entente à l'automne 1996, le gouvernement veut rouvrir les conventions collectives du secteur public et parapublic. Puis on peut dire que dans les années subséquentes, 97-98, cet objectif de se concerter, objectif de sommet socio-économique, de se concerter avec le patronat, est abandonné. À la fin des années 90, la place des jeunes dans l'organisation devient un sujet préoccupant. Le Comité national des jeunes voit le jour pour impliquer et intéresser les jeunes dans un contexte de recours croissant à la sous-traitance et d'un phénomène de précarisation du travail. Alors, l'idée du Comité national des jeunes est venue au congrès de 99. À l'époque, il y avait un plan de renouvellement des effectifs dans la fonction publique. On voyait également au niveau du syndicat qu'il manquait de relève à certaines places dans la structure et on n'avait pas le pouls des jeunes qui se désintéressaient de la chose syndicale. Le CNJ a amené beaucoup de choses au niveau du SFPQ, a fait poser quelques questions fondamentalement sur la façon de faire les choses au syndicat. Également a permis aussi de mettre à la page les demandes que les jeunes avaient, de pouvoir s'intéresser aux jeunes et surtout de faire prendre conscience aux gens des sections locales, de pouvoir intéresser ces jeunes-là à prendre leur place dans le milieu syndical. Malgré un rapport de force affaibli, le SFPQ effectuera lors de la négociation suivante un important gain dans le dossier des faux occasionnels. Ce dossier touche particulièrement les jeunes. Au moins sur l'aspect de la précarité, on a pu faire des pas importants. Vous savez, le Conseil du Trésor qui siège ici, là, derrière, ces gens-là sont ratoureux. Et dans les années qui ont suivi, même au moment pour rétablir les droits, inscrire les noms des personnes bien concrètement sur des listes pour qu'elles puissent bénéficier de leurs droits. Eh bien, ça a été pendant des mois et des mois et des mois des chicanes avec les représentants du Conseil du Trésor qui essayaient d'en retirer le plus possible au lieu de reconnaître les droits. À la fin des années 90, il y a eu une entente où on est allé chercher 6 000 emplois occasionnels pour devenir des emplois permanents. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec la même problématique, à ma connaissance, avec le même nombre. C'est au ministère des Transports que le phénomène de la sous-traitance est introduit dès les années 80. À la convention collective de 89, on introduisait une clause pour forcer l'employeur à consulter le syndicat quand il souhaitait confier à des tiers des travaux.
Sur une période de 10 ans, l'utilisation de la sous-traitance, elle a quintuplé au ministère des Transports. Au niveau de la population, ça a des conséquences parce qu'on paie les sous-traitants et les entrepreneurs avec les deniers publics. Et nous, au syndicat de la fonction publique, on fait la démonstration que l'utilisation de la sous-traitance coûte beaucoup plus cher que de faire les travaux à l'interne. Dans les années 70, il y avait 12 000 ouvriers au ministère des Transports. Les gars, ou les filles, mais c'était surtout des gars, ils s'occupaient des routes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec presque moins de 2000 employés permanents. Le gouvernement, par cette action-là, s'est donné un champ d'intervention où il a ouvert les portes pour se désengager. On préfère être locataire que propriétaire. C'est rendu une hémorragie et il y a même des sous-traitants qui sont dans les bureaux du gouvernement pour effectuer le travail. Je crois que même au niveau du syndicat, on n'a pas vu l'ampleur de ce phénomène qui était pour s'installer. Sur une période de 25 ans, la pratique de la sous-traitance constitue une importante mesure de politique néolibérale appliquée par tous les gouvernements occidentaux. La politique néolibérale, tant sous la gouverne du Parti québécois que du Parti libéral, mais de façon différente, est à l'origine, effectivement, du développement de la sous-traitance. La modernisation développée par le Parti québécois avec le concept de gestion par résultat a été déterminant pour introduire une gestion et une gouverne sous l'influence du néolibéralisme. La différence avec le Parti libéral, c'est qu'il y a eu vraiment une rupture où là, le privé était non seulement favorisé, mais il y avait un parti pris idéologique pour le privé, à tel point que certains auteurs ont pu parler de fétichisme de la part du gouvernement quant à l'influence du privé dans la gestion de l'État. Et on sait que depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Charest en 2003, un de ses objectifs était de réduire de façon importante la taille de l'État et une de ses façons pour obtenir son objectif était de ne pas remplacer les départs à la retraite d'une personne sur 2. Il est faux de prétendre que le privé, par définition, est plus efficace. Et on l'a prouvé, nous, du SFPQ, à de multiples reprises, qu'on pouvait faire les mêmes travaux dans le sens de l'intérêt public, au même coût et de meilleure qualité. Alors, à ce moment-là, le néolibéralisme dans la gestion de l'État, c'est vraiment contraire à l'intérêt public. À 21h10, 15 secondes, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec, si la tendance se maintient, sera formé par le Parti libéral du Québec et que ce sera un gouvernement majoritaire. Là, on avait, pour une des premières fois, quelqu'un au pouvoir qui attaquait directement les rangs de la fonction publique. Il voulait créer des sociétés, se désengager, couper des emplois. À partir de là, je veux dire, on n'a plus de place pour de la chicane à l'interne. Hein? Le moment est venu, là, de se dire, je te fais confiance, tu me fais confiance, puis on marche ensemble. Quand Jean Charest, dès le début de son premier mandat, annonçait avec la présidente du Conseil du Trésor un large projet de réingénierie de l'État, on n'était pas surpris. Le gouvernement Charest, en fait, reprenait un peu le rapport Facal du milieu des années 90. Dans la région de Québec, il y a un réseau qui s'est mis en place, qui était le réseau de vigilance, un réseau national, ce qui a, bien sûr, fait en sorte qu'une large coalition montréalaise, j'ai jamais voté pour ça, a été mise en place. Et tout le monde voulait en faire partie. On faisait des petits macarons qu'on imprimait nous-mêmes. On en faisait 1000, on en faisait 1500. Et les gens recommandaient des milliers et des milliers. Juste le nom, tout le monde pouvait s'identifier. Par exemple, les gens du Centre-Sud qui s'opposaient à la construction d'un casino, bien, ils disaient, nous, on n'a jamais voté pour ça. Du côté de la construction, on venait modifier l'article 45. Alors, les gens de la FTQ nous disaient, bien, on veut des petits macarons, on n'a jamais voté pour ça. Le gouvernement attaque un principe de base fondamental du Code du travail. Il veut amoindrir la force du Code du travail. Et en plus, il vise pas uniquement le secteur public, mais a priori le secteur privé. Alors, ce qui fait en sorte que la FTQ, la CSN, la CSQ, le SFPQ, le SPGQ, la FIC, en d'autres termes, tout ce qui gravite autour du monde du travail, du monde ouvrier, bien, se sent interpellé
ensemble. Alors là, on a décidé de travailler ensemble. La résistance du gouvernement Charest fait monter la tension d'un cran. Et le SFPQ décide en 2004 de se retirer des comités mixtes d'organisation du travail où l'on discutait depuis plusieurs années avec les directions des ministères et des organismes. On a négocié avec le gouvernement de dire on va travailler à des travaux de réorganisation du travail dans les ministères et organismes, mais en ayant comme prémisse, comme principe de dire oui, on va trouver des économies, mais on va travailler à la sauvegarde de l'emploi également et la qualité de vie au travail. Donc, on a entrepris une vaste opération d'organisation du travail qui, malheureusement, s'est terminée en 2004 parce que, à l'époque, Mme Monique Jérôme Forget avait instauré la politique du non-renouvellement des effectifs dans la fonction publique. Donc, ça voulait dire, qu'importe comment tu réorganises ton travail, cette année, je vais te couper un bras et tu devras quand même faire le même travail et sache que l'an prochain, je vais t'en couper 2. Alors ça, c'était vraiment à l'encontre de la sauvegarde de l'emploi, de la qualité de vie au travail avec de la surcharge et ça a mis fin à nos travaux d'organisation du travail. La négociation d'une nouvelle convention collective en 2005 marque un important changement entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. Le SFPQ, le SPGQ et la CSQ s'unissent pour former le secrétariat intersyndical des services publics afin de contrer le discours du gouvernement. Négociation dans le secteur public, 3 syndicats contre-attaquent devant les affirmations du gouvernement Charest qui dit d'avoir plus d'argent à offrir aux syndiqués. Le gouvernement du Québec actuellement ment avec ses chiffres. Arrêtez de nous faire pleurer. Vous n'êtes pas aussi pauvres que vous vouliez bien le laisser croire. Que oui, le gouvernement a une marge de manœuvre pour conclure des conventions collectives. Et c'est petit à petit, en cours de négociation, qu'à un moment donné, on s'est rencontrés avec le SPGQ pour se dire, on peut-tu faire une approche ensemble pour essayer de faire avancer le dossier de la négociation. C'était pas un front commun, chacun gardait sa liberté, mais on avait un engagement moral. Nous formions une coalition large et représentative des membres qui travaillent dans le secteur public. Le SISP représente les 3 grands réseaux. La fonction publique, l'éducation, la santé, et nous sommes majoritaires dans ces 3 grands réseaux. Le SFPQ entame alors des grèves sectorielles. Le gouvernement demande sans succès à la Cour supérieure de les interdire. Finalement, le gouvernement ne manifestera aucune volonté de régler la négociation et imposera le 15 décembre 2005 le bâillon, provoquant la colère des syndiqués. On a choisi de bloquer la journée même de l'adoption de la loi 142 le Québec pour donner la moitié d'un Québec à Jean Charest. Ce qui fait qu'il y a eu un blocage complet de l'autoroute 10, de l'autoroute 20, de l'autoroute 40 et de l'autoroute 55 à 2 endroits, à la hauteur de Nicolet et à Shawinigan. Même si on a fait tous les efforts pour avoir une entente de principe sur nos clauses normatives, ça n'a pas empêché le gouvernement de déposer une loi matraque, un décret qui gelait les salaires et qui prévoyait des augmentations, mais sur une grande période. Cette loi-là, elle a été qualifiée d'une des pires au Québec. Malgré ces années où les conditions de travail sont déterminées par décret, le mouvement des femmes permet d'importantes victoires. Ainsi, la bataille pour l'obtention de l'équité salariale, commencée 20 ans plus tôt, connaît son dénouement en 2006. L'équité salariale, c'est une notion qui prend son origine dans les chartes des droits et libertés et ça vise à mettre fin à la discrimination, donc travail égal, salaire égal ou salaire équivalent. D'abord, l'équité salariale, ce fut une longue lutte au SFPQ. D'abord, une lutte des femmes, mais de l'organisation également. Avant les années 90, on a fait des travaux sur les classes d'emploi discriminées, l'abolition du classement moquette chez les agentes de secrétariat. En 89, on a profité de la négociation. On est allé chercher une lettre d'entente sur l'équité salariale. Donc, en même temps, on militait sur une coalition en faveur d'une loi proactive au Québec, loi qui a été adoptée à l'unanimité
l'unanimité par l'Assemblée nationale. L'équité salariale réalisée, c'est pas la fin en soi parce qu'il reste encore tout le maintien de l'équité à poursuivre. Il y a aussi, au niveau des discriminations systémiques, d'autres discriminations qui ne sont pas nécessairement en lien avec le salaire, mais qui touchent le travail. On pense, par exemple, à la promotion, l'accès à la promotion. On pense à la conciliation famille-travail. Il y a plein d'acquis comme ça qui restent à poursuivre. Il y a encore des acquis qui sont menacés et on doit se battre pour protéger ces acquis-là. À la même époque, une autre victoire historique sera obtenue. Au printemps 2005, le gouvernement du Québec parvient à une entente avec le gouvernement fédéral sur la question des congés parentaux. Cette entente permettra au Québec de mettre sur pied un régime des plus avantageux pour la conciliation travail-famille. On a réussi à gagner avec d'autres comités de femmes, de d'autres organisations, d'avoir le congé parental aujourd'hui qui existe. Par contre, quand on parle de conciliation travail-famille dans ce congé-là, entre autres, c'est que souvent les femmes qui prennent le congé, ils ne partagent pas tellement avec leur conjoint ou leur ami parce que ça a une répercussion dans ton travail. C'est sûr qu'une femme qui va partir en congé de maternité ou avec son congé parental risque d'avoir moins rapidement progressé dans sa profession, risque sûrement d'être mis de côté. Fait que l'homme qui fait partie de cette famille-là, bien souvent va y penser avant lui-même d'utiliser le congé parental. Il va peut-être utiliser une partie, mais très minime, pour pas que ça dérange dans sa progression de carrière. Ayant tiré des leçons de la négociation de 2005, tout le mouvement syndical se regroupe pour constituer une force plus imposante et ainsi faire face aux échéances du décret, le 31 mars 2010. 75 000 travailleurs défilent alors dans les rues de Montréal. Après la négociation 2005, on est arrivé à des constats que la division et l'autonomie ne servent pas toujours les membres qu'on représente dans le secteur public. Malgré que nous avions fait une alliance avec la CSQ et le SPGQ et la création du secrétariat intersyndical des services publics pour la négociation 2005, il devenait évident qu'il fallait élargir cette coalition. Donc, c'est évident que nous étions en bonne position pour discuter avec les autres centrales syndicales. Le secrétariat intersyndical des services publics représente une majorité de gens qui travaillent dans les services publics et également les trois grands réseaux du secteur public, c'est-à-dire la fonction publique, la santé et l'éducation. Donc, on a entrepris les démarches pour former le Front commun qui a eu lieu en 2009. Bonsoir. Les employés de l'État québécois ont voulu envoyer un signal clair au gouvernement Charest. Une véritable mer de fonctionnaires a envahi le centre-ville de Montréal. Pas question pour eux de se serrer la ceinture encore une fois. Ils n'avalent toujours pas la loi spéciale du gouvernement Charest qui leur a imposé des conventions collectives en 2005. C'est gonflé, ça fait longtemps. Je pense que là, c'est l'aboutissement. On est prêt à aller jusqu'à la grève s'il faut. Il faut qu'ils nous offrent des offres décentes. Ça n'a plus de bon sens. Les gens sont royalement écœurés. Le Front commun de 2009 avait comme principal objectif de négocier les conditions de travail pour les employés du secteur public parapublic, donc l'ensemble des employés de l'État. Alors, le syndicat a réussi à faire reculer l'employeur sur chacune des demandes de récupération qu'il avait pour cette négociation aussi. Alors, je pense que c'est un fait saillant qu'on doit souligner. Si ce n'avait pas été de la mobilisation et de la manifestation de mars 2010 à Montréal, je crois qu'il y aurait eu des récupérations dans nos conditions de travail. Syndicaliste, c'est pas une carrière, c'est une vocation, c'est un engagement. On n'est pas là pour gérer, on est là pour défendre, combattre, revendiquer. L'unité syndicale, il n'y a rien de plus important pour la classe ouvrière.
les syndicats doivent s'occuper pas juste de la défense de la convention collective, mais également de la qualité de vie de ses membres avec des programmes sociaux, avec la défense des services publics. Il faut s'occuper également des accords multilatéraux, du libre-échange, des choses comme ça. Ça a un impact sur les conditions de travail et de vie des membres. Alors, passons d'un front commun à un front hors du commun. Ça devrait être un bel avenir. Maintenant riche de 50 ans de vie syndicale, l'histoire du syndicat de la fonction publique du Québec peut inspirer ses militants pour affronter les combats qu'ils se devront de mener.